y a un truc qu'on fait pas assez dans les têtes, je pense. Vous trouvez pas? Non. C'est cramer des bouquins, en fait. Je suis là pour ça. Non, vous avez déjà vu un TED où on brûle des livres ou pas? Eh ben voilà. Ça s'appelle du dépucelage. Bon, il y a des détecteurs de fumée et tout, donc on va y aller un peu à la sadique. Concrètement, j'ai 2 bouquins. Il y a un bouquin, il a été écrit par un Belge. Il y a un bouquin, c'est moi qui l'ai écrit. Comme je suis un faux cul, vous savez lequel je vais brûler. Hein. Vous savez ce qu'on dit, c'est les meilleurs qui partent en premier. Alors, ça me fait un petit titillement au cœur d'arracher une page de mon propre bouquin et de la cramer devant vous comme ça. En plus, question pyromanie, je suis pas... je vais vous étonner, je sais qu'avec ma gueule, on peut se poser des questions, mais... Ah ouais, ça part vite en vrille, hein. On va arrêter pour éviter qu'il y ait tout qui... Une page, bon. L'expérience s'arrête là, parce que si je crame le bouquin, en fait, là, vous sortez tous, enfin, concrètement. Bon, ce que je suis en train de faire, là, et c'est ce qu'on fait à la nature tous les jours, hein. C'est-à-dire là, j'ai arraché une page, j'ai cramé un tout petit peu des lettres. Bon. La nature, c'est une bibliothèque. La nature, c'est une bibliothèque. Chaque espèce est un livre. Et quand on détruit une espèce, c'est un livre qu'on détruit. Bon, là, la page que j'ai cramée, si vous voulez, les lettres qu'il y a dessus, elles existent encore dans d'autres bouquins. La valeur d'un livre, elle est dans quoi, à votre avis? Dans le papier ou dans les lettres? Si on devait garder qu'un seul, les lettres ou le papier? Bah, les lettres, hein, parce que vous pouvez avoir un livre sans papier aujourd'hui, c'est possible. Il y a les PDF, etc. Ça, c'est jouable. Mais un livre sans lettres, c'est pas possible. Et les lettres, d'ailleurs, c'est ce qui font que les livres antiques nous sont parvenus. C'est pas leur tablette de cire, c'est pas leur tablette d'argile, c'est leurs lettres, les traditions orales, etc. Ça, c'est la nature. C'est la nature par Mucha. On m'a dit qu'il fallait dire Moucha, mais quand je dis Moucha, personne ne comprend. Quand je dis Mucha, non plus. Alors, c'est chez vous, ça. Hein. C'est visible à Bruxelles, au musée Fin de siècle. Et oui, j'ai dit c'est chez vous, vous avez bien compris. Je suis français. Personne n'est parfait. Et la nature, c'est une bibliothèque. C'est vraiment ça le sujet. Je voudrais revenir... Donc ce bouquin, du coup, je le garde. Voilà, j'ai gardé celui-là parce que vous allez voir qu'il est vachement intéressant. Il a été écrit par un Belge, Gunther Pauli, qui pose une idée très simple. Vous savez que pendant 300 ans, on a vécu dans l'idée que nature et industrie, on ne pouvait pas avoir les deux. C'est-à-dire que là où il y a de l'emploi, il n'y a pas de nature, c'est la ville. Et là où il y a de la ville, là où il y a de l'emploi, pardon, il n'y a pas de nature, c'est la ville. Là où il y a de la nature, il n'y a pas d'emploi, c'est la campagne. Et on ne peut pas avoir les deux, nature et emploi, c'est pas jouable. Voilà. Et ça fait 300 ans qu'on vit dans cette idée-là, hein, que vous ne pouvez pas avoir nature et prospérité en même temps, qu'il y en a forcément un des deux qui va mourir. Et pour l'instant, pour créer la prospérité, on détruit la nature. En fait, ça, c'est un mensonge. On peut avoir les deux. La nature, c'est une golden girl. Ça, c'est le premier point. Vous voyez, elle est toute en or, là. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut dire de la nature d'après cette sculpture? Cherchez pas trop loin. Elle est bien gaulée. Bon, la nature est belle. La valeur économique de la beauté de la nature, ça saute aux yeux. Je veux dire, un appartement avec vue sur parc a plus de valeur qu'un appartement avec vue sur parking. Jusque-là. Et à New York, ils ont fait Central Park. Manhattan, c'est un des immobiliers les plus chers au monde. Ils ont quand même immobilisé du foncier pour faire Central Park. Et Central Park, c'est plus grand que Monaco. On peut faire tenir Monaco dans Central Park, qui est le foncier le plus cher au monde d'ailleurs. Mais si vous disiez aux New-Yorkais, vas-y, on crame tout et puis on met des bâtiments, ils diraient non. Donc la beauté de la nature, c'est déjà une évidence comme valeur économique. Mais je vais vous montrer qu'en fait, elle a aussi une valeur bien au-delà. C'est pas seulement sa beauté qui a de la valeur. Au XXIe siècle, nature et emploi vont travailler ensemble. Parce que la nature, c'est le meilleur économiste sur Terre. Alors entrons dans le vif du sujet. Ça, c'est le nouveau campus d'Apple. Ils sont pleins aux as. Ça leur a coûté 4 milliards, ça. Quand ils téléphonent à leur banque, Apple, la banque répond « Votre compte est créditeur du PIB du Qatar, plus le budget de défense français. »
Et quand je dis ça aux ricains, ils disent mauvais exemple. Ça, c'est Bagdad, ça a influencé Apple. Et en fait, Bagdad, c'était la Silicon Valley de l'époque. C'est de là que vient le mot algorithme et le mot algèbre. Et là, vous voyez, dans les deux cas, il y a vraiment l'idée qu'on extrait de la connaissance et que la nature est au cœur de la cité. Au cœur de la cité, il y a un jardin, qui est le symbole du paradis. Ça, c'est Bagdad avant le pétrole. Et Bagdad avant le pétrole était beaucoup plus riche que Bagdad après. Là, Bagdad creusait de la connaissance. Ce qu'il vendait au monde, c'était de la connaissance, capitale mondiale des mathématiques. Donc, quand on extrait de la connaissance, on est plus riche que quand on extrait du pétrole. Et ça, c'est pas nouveau. C'était valable à Bagdad, mais c'est valable encore aujourd'hui pour Apple, c'est valable pour Facebook qui vaut 300 milliards en bourse alors que Total vaut 90. Total fait du pétrole, Facebook fait de la donnée. Si vous extrayez de la connaissance, vous êtes plus riche que si vous extrayez du pétrole. Et je ne connais pas un seul pays dont l'économie soit basée sur la connaissance qui soit moins riche par habitant qu'un pays dont l'économie est basée sur le pétrole. Donc, quand vous creusez du pétrole, au bout d'un moment, vous touchez le fond. Mais quand vous creusez de la connaissance, à quel moment vous touchez le fond? À quel moment vous pouvez dire « ça y est, j'ai extrait toute la connaissance possible » ? Alors, pour en revenir à la nature, ça c'est une diatomée, et son squelette, il est en verre, donc en oxyde de silicium. Quand la nature fait du silicium, ça ressemble à ça. Quand nous, on fait du silicium, ça ressemble à ça. Voilà, la mémoire de vos téléphones, ça ressemble à ça. Donc, vous voyez où je veux en venir? Ça, c'est la nature. Ça, c'est nous. Ça, c'est une algue, en fait, et il y en a dans l'air, là, parce qu'on est suffisamment proche de la mer pour qu'il y en ait dans l'air, ce sont des diatomées, et elles impriment le silicium mieux que nous, vraiment. Dans une goutte d'eau de mer, vous avez des puces électroniques Intel Core i7 qui flottent. Et elles flottent en nous narguant depuis 60 millions d'années, les bougresses, parce que ça fait 60 millions d'années que les algues savent le faire. Donc la nature nous met des claques en permanence. Produits, procédés, la nature fait mieux que nous. Je vais donner un petit exemple tout bête. Samsung étudie cette petite sèche, ce petit sépiolide-là. Samsung l'étudie. À votre avis, pourquoi? Samsung, c'est pas une animalerie, pourquoi ils étudient ça? De tous les peuples de Gaulle, les Belges sont les plus braves. Je démarre pas ma bagnole en rentrant chez moi, on est d'accord? En fait, c'est le meilleur écran connu sur Terre. C'est le meilleur écran connu sur Terre. On ne connaît pas d'écran plus performant que cette petite sèche. On appelle ça un optical métamaterial. Donc il y a eu les LED, il y a eu les AMOLED, il y a eu les plasma, il y a eu LCD, et les nouveaux écrans plats, en fait, c'est ça, concrètement. Je plaisante pas, c'est un taux de rafraîchissement supérieur aux écrans commerciaux. On peut le chiffonner, ça s'auto-répare, ça consomme moins d'énergie. Et aujourd'hui, les grandes sociétés qui fabriquent des écrans étudient cette petite sèche. Donc vous imaginez, en fait, c'est un peu comme si vous aviez un examen écrit. Vous avez un examen, et l'examen, c'est les nouveaux écrans dissertés. Voilà, vous avez 10 ans. Et dans cet examen, il y a l'élève Samsung, il y a l'élève LG, il y a l'élève Apple, qui sont là en train de plancher pour essayer de résoudre le problème. Mais l'élève Samsung, dans sa poche, il a la petite sèche qui lui donne toutes les réponses. C'est donc une anti-sèche. Idriss Aberkan, humoriste. Mariage, première communion, bar mitzvah. Bon, le sujet, c'est ça. La nature, elle a un CV en or, en fait. La nature, il faut la recruter. Si vous voulez, la pauvre nature, on l'a attaquée sur son CV. On l'a attaquée, on lui a fait croire qu'elle n'était pas économiste, par exemple. La nature est le meilleur économiste sur Terre. Il n'y a pas d'économiste plus performant que la nature, en fait, aujourd'hui. C'est elle qui sait créer de la richesse. Et si on crée de la richesse comme elle, on va être encore plus riche. Sauf qu'on ne va pas la détruire. Continuons un peu la visite. Je vous ai dit, la nature est une bibliothèque. Chaque organisme est un livre. Et dans le livre, eh bien, vous avez des paragraphes avec des solutions techniques, des croquis d'architectes, ce que vous voulez. Un petit exemple tout bête. Quand je vous ai dit qu'on va faire le CV de la nature, je vais vous montrer les prix qu'elle a gagnés déjà. Ça, c'est un petit champignon, on l'appelle l'Internet de la forêt. Il connecte les arbres entre eux, il prend les déchets d'un arbre, il les donne à un autre arbre sous forme de nutriments, et il se sert au passage, donc il a un business model qui marche. Et ce champignon, il est capable comme ça de connecter plein d'arbres entre eux. Eh bien, il y a un chercheur à Oxford qui s'appelle Mark Fricker, qui a voulu le tester, pour voir un peu comment il distribuait les choses. Alors, il prend une boîte de pétri et il met le champignon à Londres, sur cette carte du Royaume-Uni, là. Donc il met le champignon à Londres et il met des morceaux, des flocons d'avoine sur les grandes villes pour voir comment le champignon va aller les chercher. Et il revient 48 heures plus tard et il a une carte du réseau ferré britannique, meilleure que la carte existante. Donc la carte existante, 150 ans, des générations d'ingénieurs, 48 heures pour un champignon. Bitch.
Et ce petit machin jaune, en fait, il fait en mathématiques ce qu'on appelle de la théorie du transport. C'est une théorie mathématique qui a été créée par Gaspard Monge au XIXe siècle. Et les problèmes qui relèvent de la théorie du transport sont très compliqués. On peut dire que la nature a la médaille Fields. On peut vraiment dire ça. Elle a le prix Nobel de mathématiques, si vous voulez, la médaille Fields. Donc ça, c'est déjà fait sur son CV. Ok, voyons le reste. La Tour Eiffel. Parce que quand même, au bout d'un moment, c'est un peu important d'amener la civilisation dans les pays... Bon, la Tour Eiffel, elle est plus légère que le cylindre d'air qui la contient. Elle est plus légère que le cylindre. Vous voyez, le cylindre d'air, là, en fait, il pèse plus lourd que la tour elle-même. Et cette performance, elle est rendue possible parce que la Tour Eiffel a été inspirée de l'os humain. Les piliers porteurs de la Tour Eiffel sont inspirés des os humains. Donc, en fait, l'ingénieur d'Eiffel, qui s'appelait Koechlin, il avait étudié les os humains en Suisse. Ça m'emmerde à chaque fois. Et il avait découvert que les os humains sont lacunaires, sont très performants. En fait, les os, pas que humains, d'oiseaux, etc., ils mettent de la matière que là où il y a de la tension. Donc en fait, ils sont creux, ils sont essentiellement creux, ça les rend très résistants et très légers pour leur résistance. Boum, la Tour Eiffel ou tout un tas de ponts, etc. Donc la nature, elle a un prix Pritzker aussi, prix d'architecture. Ce petit coquillage, il est très toxique. Vous avez vu, il est flashy déjà. Hein, il est flashy. Dans la nature, en général, ce qui est flashy est venimeux. C'est une règle, hein. C'est flashy, venimeux. Il y a plein d'animaux qui vérifient cette règle. Les abeilles, les guêpes, les amanites tumouches, Kim Kardashian, la reine d'Angleterre, Roselyne Bachelot. Et donc ce petit coquillage ne fait pas exception. Il est très 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 toxique. À votre avis, alors du coup sa molécule, sa toxine est très puissante, et une toxine puissante en biologie, ça vaut beaucoup d'argent. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une toxine puissante, ça veut dire en fait qu'elle est précise. Et une toxine précise, ça n'a pas de prix en biotechnologie. Du coup, elle vaut une blinde. À votre avis, combien? On va partir de l'or, on va fixer la barre très haut. Allez, 35 000 € le kilo. Qui dit mieux? Allez-y, hein, c'est pas comme si c'était votre argent. 1 million? Plus. 2 millions? Plus. Très bien. 6 millions? Il y en a qui vont repartir avec, là, je sens. 100 millions, c'est plus. Vous avez atteint la limite. Je vous laisse faire le calcul. « 800 millions de dollars le kilo. L'or et le platine, c'est du terreau de jardin, en comparaison. Non mais vous rigolez, mais c'est même pas une vanne, en fait. C'est-à-dire que si vous vous amusez à calculer le nombre de sacs de terreau à géranium que vous pouvez acheter avec un lingot d'or, oui, j'ai calculé ce chiffre. Ma vie, c'est de la merde. Eh bien, vous verrez que c'est le même nombre de lingots d'or que vous pouvez acheter avec 1 kg de muconotoxine. Ce coquillage, qui peut vous produire parfois jusqu'à 1 mg par mois, eh bien, il est vendu sur les marchés 3 $ comme souvenir. C'est-à-dire que les mecs le pêchent, ils le tuent, et puis ils le vendent 3 $ comme souvenir. Ah, j'ai un business model qui marche. Alors imaginez, je vous offre une bague Tiffany dans une boîte. Voilà. Vous jetez la bague, vous gardez la boîte. Si vous faites ça, vous êtes un chimpanzé, techniquement. Parce qu'un chimpanzé, c'est rigolo la boîte, ça fait clap-clap, c'est marrant. Bon, un chimpanzé, vous lui filez un bouquin. Vous lui filez un bouquin pas sérieux, typiquement le mien. Fausse modestie, hein, de toute évidence. Eh bien, il le voit comme un objet physique, la pauvre bête. C'est pas un objet intellectuel, c'est un objet physique. Bon. La nature, on la voit comme un objet physique. Alors que c'est pas un objet physique seulement, c'est aussi un objet intellectuel. La nature est un livre. Encore une fois, ce qui est précieux dedans, c'est ce qui est écrit. Nous, la nature, on la voit comme un truc qu'on peut manger ou qui peut nous manger. Donc du coup, on voit la dimension matérielle. Mais la dimension immatérielle, d'abord, elle vaut beaucoup plus de pognon. Mais deux, justement, si on la protège, on ne détruit pas la nature. Si vous avez hérité une bibliothèque de votre pépé, la meilleure façon de faire de l'argent avec, c'est pas de la vendre au kilo. C'est de la louer, par exemple. C'est une bibliothèque. Il ne faut pas vendre des livres au kilo. La nature, c'est comme ça qu'on la traite. Vraiment. C'est-à-dire, vous avez hérité, encore une fois, de 15 étagères avec des bouquins dessus, et vous dites, super, je vais pouvoir devenir marchand d'étagères. C'est ce qu'on fait avec la nature. Hein. Aujourd'hui, au Brésil, on la crame pour faire du soja. Donc l'espace, on va garder le foncier, puis tout ce qui était sur les étagères, on le brûle. Aucun intérêt. La nature est un solilès géant. Je vous laisse visualiser.
Solilès, c'est vrai qu'on voit que la majorité sont des étudiants qui n'ont pas connu. Le solilès, c'est un bout du poulet, et ça s'appelle le solilès parce qu'on le jette, alors que en fait, c'est super bon. Voilà, tenez-le vous pour dit. Ça va changer votre vie, ce genre d'information, on est d'accord? Mais la nature, on jette ce qu'il y a de mieux. Si la nature était une huître, on jetterait la perle, on garderait la coquille. Donc vous avez peut-être entendu parler de ce projet, c'est le radeau des cimes. Ça, c'est peut-être, si vous comptez que la nature, c'est une source de connaissances, et que la connaissance, ça vaut plus cher que le pétrole. Eh bien, ça, c'est le nouveau Derrick. Et c'est pas d'Horstapper que je parle. Je pourrais plus la faire, cette vanne, on est d'accord. Il y en a qui se sentent coupables de l'avoir comprise. Hein. Il ne faut pas faire jaillir la matière de la nature, il faut faire jaillir la connaissance. La conclusion de tout ça, parce que la nature, on a vu donc, médaille Fields, prix Pritzker, prix Nobel de chimie, là, avec sa petite toxine. En fait, ce que dit ce monsieur donc, qui a écrit ce bouquin, c'est que la nature aussi, c'est le meilleur manager, c'est le meilleur économiste. Si on faisait comme la nature, il n'y aurait pas de déchets. Parce que dans la nature, il n'y a pas de déchets. Quand les feuilles tombent des arbres, on n'organise pas de système de ramassage et on ne subventionne pas les vers de terre. Donc concrètement, la nature, elle arrive à travailler sans déchets. Ce que dit ce monsieur, c'est déchets plus connaissance égale richesse, égale emploi. Mettons ça en pratique. Le café. En fait, quand on boit une tasse de café, on n'utilise que 0,2% de la biomasse. C'est débile. Le reste est jeté, il pourrit, fermente, fait du gaz qu'on ne récupère pas. Enfin, c'est pas efficace. En fait, on peut cultiver des champignons sur le café. C'est le meilleur champi-compost au monde, le marc de café. Donc cette jeune fille a créé une marque de café consigné. Donc le marc est rendu disponible. Par exemple, à Rotterdam, ils ont réaménagé une ancienne piscine en champignonnière. Donc ils prennent le marc de café, puis ils font shiitake, maïetake, ganoderma, pleurote, puis on est à Rotterdam, champignons magiques aussi. Avec le marc de café, vous pouvez faire un textile qui tue les odeurs, parce que le café, ça tue les odeurs. Donc ce monsieur qui a créé la marque S-Café, eh bien, il a un textile désodorisant qui vend à des marques de sport, mais évidemment, le mieux, c'est en lingerie. C'est là qu'on marche le plus. Je vous présente la marque Sorella, et j'adore leur slogan. « Hey, t'as pris ton café aujourd'hui ?» Elle vous fait pas rire, cette blague. Hein. Ça, les blagues macho, tout de suite. Avec le marc de café, on peut faire un matériau aussi. Une sorte de polystyrène. Je vous présente Eben Bayer et Gavin McIntyre, qui ont fait un TEDx d'ailleurs, et ils l'ont fait sur comment ils arrivent à faire ce biopolystyrène à base de marc de café. Et pas que, enfin, ils font pousser des champignons dessus en fait, concrètement. Donc ils font pousser des champignons qui envahissent le moule. Vous voyez le moule derrière eux là, envahi, tac, et ça fait ce biopolystyrène. Complètement biodégradable. Alors en résumé, voilà, la nature, elle est belle et intelligente. Elle a prix Nobel de physique, de chimie, de médecine, d'économie, de la paix, prix Pritzker, médaille Fields, ce que vous voulez. Elle a un MBA, c'est ce que dit Gunther Pauli, un Master of Brilliant Adaptation. Et il faut qu'on change la façon dont on la voit. Parce que pour l'instant, on la maltraite. Mais il est clair que si l'humanité divorce de la nature, elle ne pourra pas retourner habiter chez ses parents. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que, ou bien on soigne notre mariage avec elle, ou bien c'est nous qui crevons. Comment nous les humains on s'est appelés en tant qu'espèce? C'est quoi notre nom d'espèce? Homo sapiens sapiens. Il n'y a plus d'excuses là. On s'est auto-baptisé l'homme sage, sage. Il y a eu Sapiens neanderthalensis qui a enterré ses morts, qui avait une boîte crânienne supérieure à la nôtre, 1,8 litres, nous c'est 1,3. Mais nous on s'est auto-baptisé modestement, Homo sapiens, sapiens. Je gère N6. Quoi. Alors la question c'est ça, quel Homo sapiens on est? Est-ce qu'on est Homo sapiens materialensis? Non, on a décidé de ne pas s'appeler comme ça. Ou est-ce qu'on est Homo sapiens sapiens pour de vrai? Allez, pour conclure, j'aimerais me livrer à une petite expérience. Levez-vous s'il vous plaît, j'ai un peu dépassé. Levez-vous, ça va vous dégourdir les jambes en plus, ça fait du bien. Ça, vous êtes tous levés? Eh bien, vous tous levez là, comme ça. Vous tous levez bien en rang. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est la façon la plus fourbe d'avoir une standing ovation, bien sûr. Merci.